Le thème de ces 2 journées d'éthique sont donc reconnaître les expériences et les expertises. Je voudrais montrer 2 choses dans cet exposé. Première chose, c'est que la reconnaissance conjointe des expériences et des expertises est sous contrainte d'une tension très importante entre les deux. Tension que l'on a commencé à identifier hier avec l'intervention de Jean-Christophe Weber et puis ce matin avec les différents témoignages de la table ronde. Et d'autre part, je voudrais démontrer une deuxième chose, c'est que cet enjeu de la reconnaissance des expériences et des expertises implique fortement la question de la confiance, et plus particulièrement la nécessité de construire une éthique et une épistémologie de la confiance. Et à cet égard, nous définirons la fiabilité comme le socle de cette confiance. La fiabilité étant la qualité associée à une chose dont on peut dire qu'elle est digne de confiance. Alors pour le dire plus directement, nous allons chercher à montrer que notre façon de reconnaître les expériences, je vais laisser les expertises de côté pour le moment, pour y revenir à la fin de mon exposé. Nous allons chercher à montrer que notre façon de reconnaître les expériences et notamment notre façon de leur donner plus ou moins d'importance, ou encore notre capacité à accueillir ces expériences dans le territoire de la crédibilité scientifique, au-delà de leur devenir expertise, dépend en partie de notre conception de la fiabilité, et donc in fine d'un enjeu de confiance. Alors pour le dire encore autrement, l'enjeu pour nous est moins de chercher à définir les critères ou les conditions qui feraient qu'une expérience, une expérience commune, une expérience vécue, par exemple une expérience d'aidant ou une personne concernée par une maladie, qui ferait de ces expériences, les conditions qui feraient de ces expériences une expertise, ou plus généralement un savoir expérientiel pourrait être accueilli dans l'espace des raisons scientifiques crédibles, mais de montrer que c'est au sein de cet espace, au sein de la science elle-même, qu'il nous faut opérer des changements, pour que celle-ci soit plus accueillante des témoignages, des récits, des expériences vécues de la maladie, sans chercher à les capturer, à les domestiquer ou à les standardiser. Ainsi, mon propos est le suivant. Plutôt que d'exiger des personnes concernées, et là, c'est un concept assez large, celles qui font l'expérience d'eux, plutôt que d'exiger des personnes concernées qu'elles nous montrent leur certificat de crédibilité pour collaborer avec la science, nous cherchons plutôt à mettre la science au défi de se redéfinir pour être plus accueillante tout en restant fiable. Par exemple, il ne s'agit pas de se demander si un témoignage peut nous aider à faire science, mais de se demander ce que veut dire faire science lorsque celle-ci invisibilise certains témoignages. C'est donc pas tout à fait la même posture. Alors, pour ce faire, nous partons donc de la science. Et on va rentrer au cœur de celle-ci, et nous interrogeons en son sein, en son cœur, en cela qu'elle est une démarche particulière d'appréhension du réel, nous interrogeons au sein de la science l'enjeu de la confiance. Dans la science, vous le savez, la confiance est omniprésente. Faire confiance aux données, faire confiance aux publications, faire confiance à ses collègues, faire confiance à l'institution. Il ne peut y avoir de communauté sans confiance, et a fortiori de communauté scientifique. Alors ici, l'épistémologie vulgaire de la confiance dans la science base celle-ci sur l'autorité. L'autorité des titres, l'autorité des théories, l'autorité des institutions, ou encore l'autorité des disciplines, par exemple lorsqu'une discipline s'attribue le privilège pour la compréhension ou l'étude d'un objet particulier. Par exemple, les climatologues s'attribuent le privilège d'étudier la question du climat, alors que l'on sait que le climat est un objet générique dont il est impossible de réduire les dimensions à la discipline de la climatologie, et le GIEC en est un bel exemple. Mais cette conception de la confiance en science, cette conception vulgaire de la confiance en science, on le sait, elle a perdu énormément de légitimité ces 20 dernières années, et c'est très heureux. Je ne peux pas véritablement ici décrire les mécanismes de cette perte de légitimité, ça me demanderait un peu trop de temps, mais je pense que vous avez en tête un certain nombre d'idées là-dessus. Je renvoie simplement au débat très vif actuel sur les questions d'intégrité scientifique. Ce que je voudrais simplement dire ici, c'est que faire confiance ou accorder sa confiance est une action.
Nous sommes dans le registre de l'agir. Si la confiance est une forme de délégation d'une puissance d'agir, elle n'est pas pour autant un acte passif, aveugle. Contre les fondements autoritaires de la confiance, nous pouvons opposer une vision plus contractualiste, basée sur l'idée de contrat négocié et justifié. Alors la question qui se pose dans ce cadre-là est la suivante. Quelle connaissance peut être digne de confiance et pourquoi ? C'est la question de la fiabilité des connaissances. Ce que l'on dit sur la maladie d'Alzheimer, est-ce fiable ? Est-ce digne de confiance ? Ici, nous posons une thèse qui consiste à défendre l'idée que la fiabilité en science, l'idée que l'on peut faire confiance ou que la science est digne de confiance, est à comprendre dans un rapport dynamique entre la notion de robustesse et celle de pertinence, plus précisément entre l'exigence de robustesse et la visée de pertinence. Parce que les sources de la fiabilité en science sont doubles, dans la science et en dehors, dans son fond et dans sa forme. L'équation que nous voulons formuler et que je vais essayer d'exposer avec vous maintenant, c'est la suivante. C'est une sorte d'axiome d'une éthique de la confiance en science. Pas de confiance sans fiabilité, pas de fiabilité sans robustesse, pas de robustesse sans pertinence. La dernière partie est importante parce que ce que l'on appelle l'épistémologie positiviste s'arrête à pas de fiabilité sans robustesse. Je rajoute pas de robustesse sans pertinence. Alors vous commencez à comprendre évidemment que ce que je propose ici, c'est une conception de la fiabilité en sciences de type non positiviste, dans le sens où celle-ci ne se réduit pas à la rigueur ou à des critères de robustesse. Une science fiable, disons-le dès maintenant, ne sera pas une science pure, une science neutre ou une science objective. Nous ne trouvons jamais la bonne science dans sa purification axiologique et contextuelle. Et si la science est bien evidence-based, elle doit l'être, alors cela implique un travail sérieux sur la politique et l'épistémologie de la preuve, et non seulement l'affirmation a prioriste, autoritaire, que certaines preuves auraient le droit à une légitimité épistémique supérieure. Alors démontrons cela en regardant de plus près ces deux notions, robustesse et pertinence. En science, la question de la robustesse a été introduite au milieu des années 60 dans une discipline, la modélisation en écologie, puis c'est aujourd'hui une question très bien travaillée en philosophie des sciences. Classiquement, la robustesse se définit comme l'état d'une assertion étayée par des preuves, evidence. Alors je discute pas la traduction d'évidence en preuve, il me semble qu'on peut l'admettre. Comme l'état d'une assertion étayée par des preuves, et c'est la suite qui est importante, provenant de multiples chemins, ayant des hypothèses de base indépendantes. Ainsi, et de façon admise, encore une fois, en épistémologie, la qualité de robustesse d'une hypothèse, d'un argument, d'une théorie, d'un résultat, par exemple l'hypothèse selon laquelle la maladie d'Alzheimer est une maladie du cerveau, selon le mécanisme physiopathologique de la cascade amyloïde, ou l'hypothèse d'une cause socio-anthropologique de la survenue de la maladie. Ces assertions, qu'elles aient le statut d'hypothèse, d'argument, de théorie ou de résultat, leur robustesse tient à la pluralité de preuves que l'on peut produire à leur égard de façon relativement indépendante. En épistémologie et en histoire des sciences, l'idée plutôt consensuelle autour de cette question, de la notion de robustesse, est le bénéfice de l'hétérogénéité. Le bénéfice de l'hétérogénéité est donc l'idée que la multiplication des sources et des registres de preuves contribue à la robustesse d'une assertion scientifique. Ce point est très important. Alors il nous faut évidemment très rapidement souligner la difficulté d'une telle entreprise de robustesse dans sa mise en pratique concrète dans la science. Outre la complexité dans certains contextes scientifiques à générer des preuves multiples, c'est évident, c'est surtout la combinaison, la question de leur combinaison et de leur hiérarchisation qui pose problème. Notamment dans le cas de données discordantes, ce qui est assez fréquent en science. L'enjeu donc, je le résume, il est double au sujet de la robustesse. Trouver les moyens de générer des preuves multiples pour rendre robuste une hypothèse, et décider
et je parle bien ici de décision, et décider quelles preuves sont les plus pertinentes parmi un ensemble de preuves générées, et quels sont les critères de combinaison de ces différentes preuves. Alors vous le savez, cet aspect est à la base de beaucoup de controverses en sciences. Lorsque certains scientifiques croient que les preuves issues de certaines techniques sont les plus pertinentes pour soutenir ou démontrer une hypothèse, tandis qu'un autre groupe de scientifiques croit que ce sont les preuves issues d'autres techniques qui sont plus pertinentes. Par exemple, entre des preuves de type neuropathologique et des preuves de type témoignage d'expérience ou enquête socio-anthropologique qualitative. Derrière ces inévitables conflits de hiérarchisation des preuves, c'est notre capacité interprétative. C'est la capacité interprétative de la science qui est mobilisée. Et c'est pourquoi, dans la recherche biomédicale particulièrement, la génération des preuves, leur combinaison et l'arbitrage à leur propos est devenu un aspect très important, qui est un aspect tout autant épistémologique et éthique que politique. Classiquement, cette question, elle s'est traduite dans le domaine de la recherche biomédicale par une formalisation de la hiérarchisation des preuves. C'est un choix qui a été fait dans ce domaine-là au début des années 90. Nous avons appelé cela le mouvement de l'Evidence-Based Medicine, EBM. La question à laquelle souhaitait répondre ce mouvement, ses promoteurs, est très ancienne et très classique. Il s'agit de savoir sous quelles conditions et pour quelles raisons un chercheur, un clinicien, un médecin peut, par son intervention, apporter plus de bien que de mal aux personnes concernées. Question simple, classique. C'est donc bien l'enjeu d'une prise en main de la question de la robustesse et de sa justification que ce mouvement EBM a voulu relever. Je passe sur les aspects positifs de ce mouvement-là, notamment l'amélioration considérable qu'il a permis dans les liens entre la recherche et la clinique, me semble-t-il, mais je ne peux pas détailler. Nous disons quand même qu'il a en quelque sorte raté l'enjeu de la robustesse. Pourquoi ? Le mouvement EBM a raté l'enjeu de la robustesse, alors que c'était sa prétention initiale. Mais il a oublié la fin de la phrase de la définition de l'EBM par ses fondateurs, qui était la question de la pertinence. Il a raté l'enjeu de la robustesse par un excès de réductionnisme dans sa façon d'appréhender les preuves. La difficulté à combiner et à jouer avec plusieurs registres de preuves a persisté, le mouvement EBM n'ayant pas réussi à composer une partition accueillant à la fois une approche nécessairement réductionniste, et j'insiste là-dessus, nous avons besoin de réductionnisme en science, sans quoi rien n'est possible, une partition accueillant à la fois une approche nécessairement réductionniste, donc qui vise à réduire la variabilité dans des situations rencontrées, par exemple en produisant des taxonomies, dans une visée de quasi-universalité, moi je parlerais plutôt d'universalité locale, d'universalité communautaire, au sein d'une communauté particulière. Donc de composer avec cette visée-là et une autre approche, plus située, mais tout aussi nécessaire, qui valorise l'expérience clinique, le témoignage du patient, comme forme de production de connaissances, dans une sensibilité au singulier et au contexte. Autrement dit, malgré les intentions initiales, ce mouvement n'est pas parvenu à dépasser l'opposition stérile qui a trop souvent structuré l'épistémologie de la médecine entre art et science. Ainsi, ce qu'ont souligné beaucoup de critiques du mouvement EBM, c'est le paradoxe d'une démarche voulant renforcer la robustesse de la médecine et de ses interventions, mais qui a échoué à en appliquer le principe central, qui est celui de la combinaison de preuves hétérogènes, et pas simplement une accumulation de preuves du même type. Dans la hiérarchisation proposée par l'EBM, vous le savez, une place centrale est donnée aux essais cliniques contrôlés randomisés. Mais nous savons aussi que toutes les preuves produites selon cette technique ne conviennent pas automatiquement à la pratique clinique lorsque celle-ci est confrontée à un complexe de problèmes psychologiques, physiologiques et sociaux. Ce dernier aspect est particulièrement important dans le cas des maladies chroniques, à l'instar de la maladie d'Alzheimer. Nous le savons, des avantages statistiquement significatifs peuvent être non pertinents sur le plan clinique. Toutes les critiques de l'EBM, y compris parmi ceux qui ont contribué à le fonder, et j'insiste là-dessus, à le promouvoir, aboutissent au même appel à revenir au fondement de celui-ci,
à savoir que les meilleures données de recherche doivent être combinées entre elles, l'enjeu de la robustesse, et combinées aux valeurs et aux circonstances des patients ainsi qu'à la pratique des cliniciens. Parce que dans la hiérarchie catégorielle des preuves de l'EBM, cette démarche qui considère que les essais cliniques randomisés contrôlés sont le golden standard de la preuve médicale, qu'il s'agisse de prouver l'efficacité d'un traitement, la fiabilité d'un test diagnostique ou la procédure pronostique, ce qui est problématique, et j'insiste sur ce point, n'est pas tant la validité de la méthode elle-même, bien qu'il puisse y avoir des discussions sur les essais cliniques, c'est toutes les discussions entre les activistes du sida et les chercheurs dans les années 80. On peut réformer les essais cliniques pour qu'ils soient plus adaptés. Donc le problème n'est pas tant en soi cette technique, mais plus directement et plus fondamentalement ce que l'on pourrait appeler sa présomption de robustesse. Le fait qu'on les considère de façon a priori comme les preuves les plus pertinentes, les plus robustes, et derrière les plus pertinentes. Non, les RCT, les essais cliniques ne sont pas en tout point et pour toute situation ce qui permet de générer les meilleures preuves. Nous ne pouvons pas revendiquer cet aspect a prioriste, cette présomption de robustesse, pour une raison très précise. Encore une fois, pas parce que ces tests ne sont pas robustes en tant que test, en tant qu'outil particulier, mais parce que nous n'avons pas de théorie de la preuve qui pourrait nous permettre de dire quels sont les critères de hiérarchisation pertinents des preuves dans un contexte donné. Dans une situation où une telle théorie de la preuve n'existe pas, toute procédure de hiérarchisation des preuves doit être considérée comme une problématique à discuter, notamment lorsque ces procédures manquent, malheureusement, la richesse d'une combinaison de preuves. Plus globalement, il nous manque une conception raisonnable et réalisable de ce que différents éléments de preuve disent au sujet d'une hypothèse et avec quelle force relative ils interviennent dans le renfort ou la remise en cause de cette hypothèse. Ainsi, après 30 ans de développement d'une médecine basée sur les preuves, se posent encore des questions fondamentales. Alors vous allez me dire, heureusement. Qu'est-ce qui est et doit être considéré comme une preuve ? Certains types de preuves ont-ils plus de poids que d'autres ? Et si oui, pourquoi ? La force de la preuve réside-t-elle dans la preuve elle-même ou dans la méthodologie utilisée pour l'obtenir ? Les réponses à ces questions n'ont rien de simple, mais nous pouvons tout de même constater que la démarche EBM a quelque peu éloigné les praticiens de la preuve vers la procédure. Finalement, si un consensus est installé, et je le partage, sur la nécessité de générer les meilleures preuves et de faire reposer les interventions sur celles-ci, evidence-based, se pose toujours la question suivante: comment la médecine devrait-elle être basée sur des preuves ? Et ici, il faut revenir au fondement de la démarche EBM, où se posait non seulement la question de la fiabilité par la robustesse, mais aussi la question de la pertinence. Peut-être que le temps est venu de considérer sérieusement les conséquences d'une telle approche de la fiabilité, car lorsqu'il s'agit de choisir, de hiérarchiser ou de combiner des preuves ou des niveaux de preuves, la question de la pertinence émerge directement. Donc c'est cette question que je voudrais maintenant aborder. La question de la pertinence émerge donc directement de la problématique de robustesse, là où on postule que la robustesse est bien quelque chose qui se gagne par la combinaison de preuves hétérogènes entre elles, et non pas simplement par la supériorité a priori que l'on accorde à l'une de ces preuves sur les autres. Lorsque l'on postule ceci, lorsque l'enjeu est de générer des preuves multiples, que nous sommes en présence de données discordantes, ce qui est souvent le cas, avec des données qui confirment, invalident ou neutralisent notre hypothèse, des arbitrages, des décisions sont à opérer en science. Et c'est pour réaliser ces arbitrages que nous avons besoin de critères que l'on peut appeler des critères de pertinence. Donc, pour le dire autrement, la question de la pertinence est la deuxième phase de la notion de fiabilité avec celle de la robustesse. Et c'est pourquoi nous disons qu'une science digne de confiance ou fiable n'est pas seulement une science solide, rigoureuse ou robuste, elle doit être aussi pertinente. D'ailleurs, des travaux intéressants de sociologues commencent à démontrer la faible corrélation entre l'impact factor d'une revue
Impact factor qui, d'un certain point de vue, pourrait être considéré comme un indicateur de robustesse méthodologique, ou en tout cas de conformité à une hiérarchie de preuves admise par la communauté. Une décorrélation entre l'impact factor d'une revue et la pertinence, par exemple la pertinence pour l'action, des publications qui en sont issues. Dans la recherche clinique, et plus généralement au sein des études en santé publique, la question de la pertinence se pose d'emblée, là où la santé des populations souvent vulnérables est en jeu. Ce que nous voulons maintenant faire remarquer, c'est que derrière l'enjeu de la pertinence, qui consiste à se poser ce genre de questions, cette recherche est-elle bien fondée et répond-elle aux objectifs que l'on attend collectivement d'une recherche biomédicale? Cette recherche considère-t-elle l'ensemble des dimensions du problème, etc. Se trouve la question de la place des valeurs et de leur rôle dans la démarche scientifique, notamment en contexte de complexité. Alors ici, il faut se défaire d'une idée très prégnante et qui persiste en épistémologie de la science actuellement, l'idée qu'une bonne science serait une science neutre. Or, les arguments contre l'idéal de la science neutre, c'est-à-dire c'est une science qui réussirait le pari de filtrer les valeurs, l'idéal de Claude Bernard. Cette idée de la science neutre a été énormément remis en cause dans l'histoire des sciences très récente du XXe siècle, avec un consensus qui a émergé sur l'idée que la science, c'est aussi une affaire de valeurs, mais avec un débat qui persiste sur la place des valeurs que l'on considère comme non épistémiques, par exemple des valeurs contextuelles, éthiques et sociales, dans le processus de production des connaissances. Ici, ce que je voudrais dire, c'est que pour gagner en pertinence dans le choix, la combinaison ou la hiérarchisation des preuves, d'un résultat ou d'une théorie, il est possible de faire appel à des valeurs épistémiques, ça c'est une évidence, les valeurs de précision, d'exactitude, de cohérence interne, de simplicité, d'adéquation empirique, etc., des valeurs qui sont très importantes en science, mais aussi à des valeurs non épistémiques, des valeurs que l'on pourrait qualifier de contextuelles, sociales ou éthiques. Il est aujourd'hui admis par certains chercheurs dans la recherche biomédicale, et en particulier lorsqu'il s'agit d'évaluer la fiabilité comprise comme une rencontre entre l'exigence de robustesse et de pertinence, lorsqu'il s'agit d'évaluer cette fiabilité, il est admis que l'influence des valeurs non épistémiques peut être nécessaire, et que ce n'est pas simplement une contrainte, que ça peut être une richesse. Oui, dans certains contextes de recherche, l'attention accordée aux valeurs sociales et éthiques en complément des valeurs épistémiques est justifiée, afin que la recherche dans ce contexte scientifique spécifique puisse être menée de manière socialement et éthiquement pertinente. Alors il y a des exemples dans l'histoire, des exemples récents. C'est le cas par exemple actuellement, dans l'histoire très récente de l'essai clinique Ebola, ça suffit. Si vous regardez cet essai clinique, 2 arbitrages fondés sur des valeurs non épistémiques ont été effectués, concernant le choix du groupe témoin dans cet essai et le choix de la randomisation. Des valeurs qui ont été intégrées afin de soutenir l'utilité sociale et éthique de cet essai. L'enjeu ici, sans affaiblir la robustesse du test, a été de dire que des valeurs épistémiques comme des valeurs comme la justice distributive, le soin apporté aux personnes vulnérables, les services sociaux pour contenir et atténuer la transmission du virus Ebola, peuvent être des valeurs pertinentes dans la construction de l'essai clinique lui-même. Et ici, Emmanuel en a fait allusion tout à l'heure, il s'agit ici de la grande leçon de la collaboration entre les activistes, ce qu'on a appelé les activistes médicaux dans les années SIDA, et les médecins, où l'une des revendications des activistes médicaux a été d'une part de se réapproprier la science, d'une part, mais de discuter de la façon dont on pouvait mener des essais cliniques, et notamment, par exemple, la place du groupe témoin ou du groupe placebo, qui ont été l'objet d'une négociation entre les associations activistes et les médecins. Non pas pour faire une science moins bonne, mais pour faire une science plus pertinente. En prenant parti pour la confusion du réel, c'est les termes de ces activistes, en prenant parti pour la confusion du monde réel, pour l'hétérogénéité comme facteur de fiabilité, les activistes ont injecté de la pertinence dans les essais cliniques en plus de leur robustesse. Ils ont revendiqué qu'une bonne science est une science impure,
comme l'a titré le livre de Steve Epstein sur l'histoire du sida, en 2 tomes. Mais ici, on peut aussi citer Henri Poincaré, qui, en 1905, dans La valeur de la science, disait la chose suivante. Alors, il se l'appliquait à lui-même, cette alerte. Ce que vous gagnez en rigueur, vous le perdez en objectivité. Votre science est impeccable, mais elle ne peut le rester qu'en s'enfermant dans une tour d'ivoire et en s'interdisant tout rapport avec le monde extérieur. Il faudra bien qu'elle en sorte dès qu'elle voudra tenter la moindre explication. Fin de citation. Le jugement sur la pertinence nous invite à être attentifs non pas seulement à la nature des connaissances, mais à leurs effets, aux effets d'une connaissance, nous invite à ajouter à la notion de robustesse des notions comme l'adéquation à un contexte ou l'évaluation des conséquences. C'est donc, et là j'insiste là-dessus, c'est donc rajouter de la finesse à nos analyses, c'est donc renforcer la fiabilité de la science, c'est faire une meilleure science. Alors vous me voyez venir peut-être, d'où l'enjeu d'être attentif aux témoignages et aux expériences. L'expérience, et les années SIDA ont été un beau laboratoire pour ça, l'expérience est toujours une mise à l'épreuve. Comme le disait Armel de Bruyère, c'est une traversée. L'expérience est la négativité de la science positive. C'est son épreuve du réel la plus fondamentale. Au-delà du plan d'expérimentation, où la science met aussi à l'épreuve ses connaissances, mais dans un cadre assez restreint. L'expérience a quelque chose d'hasardeux, de non intentionnel, de circonstancié. Elle participe à la confusion du réel. Et nous avons besoin de la confusion du monde réel. La science, pour gagner en pertinence, en a véritablement un besoin vital. Je reviendrai là-dessus. Ainsi, pour clore ce point rapidement sur la pertinence, avant de parler plus précisément du rapport entre expertise et expérience, je dirais que la pertinence est associée à un processus de production de savoir qui assume son implication. Son implication dans un contexte, son implication pour des valeurs et son implication pour des finalités. Là où la seule revendication de robustesse est associée à un processus de production de savoir qui prétend à la neutralité dans une présomption de robustesse et dans le cadre d'une approche décontextualisante. Cette volonté de concevoir des connaissances à la fois robustes et pertinentes, me semble-t-il, est la caractéristique majeure des démarches de coproduction de savoir dans le domaine de la santé. C'est par exemple la démarche de ces collectifs d'usagers qui cherchent à coproduire des savoirs pertinents sur leur maladie, avec la double exigence de prêter attention à la fois à la nature des connaissances, à leur robustesse, mais aussi à leur adéquation, leur implication, leur pertinence dans un contexte, une situation particulière. Ici, donc, à ce stade de l'exposé, je crois que je suis en mesure de vous proposer une nouvelle hypothèse. La première était donc que la fiabilité se gagne par la rencontre entre une exigence de robustesse et une visée de pertinence. Deuxième hypothèse que je voudrais ici formuler est la suivante, c'est que l'une des façons d'augmenter la fiabilité, comprise ainsi, comme cette rencontre fertile, une des façons d'augmenter la fiabilité d'une assertion scientifique, nous sommes toujours dans le registre de la science, c'est d'accueillir la plus grande diversité dans le processus qui en est à l'origine. Diversité épistémique, des méthodes, des registres de preuves, des styles de raisonnement, très important, la pluralité des styles de raisonnement. En science, on a souvent réduit le pluralisme scientifique aux disciplines, mais en fait, il y a un pluralisme beaucoup plus fondamental que celui des disciplines en sciences, qui est le pluralisme stylistique, le style de raisonnement. Comment un chercheur appréhende le réel? Quel mode de raisonnement met-il en œuvre pour appréhender ce réel? Et ici, il y a de multiples styles de raisonnement possibles. Donc une diversité épistémique et une diversité axiologique, c'est-à-dire une diversité des valeurs. Valeurs qu'elles soient épistémiques, comme je l'ai dit, mais aussi non épistémiques. Ainsi, ce que je propose est quand même un petit changement de paradigme dans notre façon de concevoir la science, où la fiabilité n'est plus ce qui s'obtient par un mouvement de réduction de l'objet. On n'arrivera pas à comprendre l'évolution du climat si on réduit cet objet à la climatologie. La question que je pose, c'est peut-on comprendre la maladie d'Alzheimer en réduisant cet objet à sa dimension neurologique?
Ainsi, la fiabilité n'est plus ce qui s'obtient par un mouvement de réduction de l'objet ou de spécialisation du champ scientifique pour l'appréhender, mais à contrario, par un mouvement d'extension et de pluralisation qui est simultanément un enrichissement épistémique, donc la robustesse, et un enrichissement éthique, la pertinence. Et c'est ce double enrichissement de l'enquête scientifique qui contribue, in fine, à l'enrichissement ontologique des objets scientifiques auxquels nous avons affaire. Bref, ce que je voudrais dire, c'est que le pluralisme en science, qui est le grand à penser de la science, le pluralisme en science ne fait pas qu'étendre les limites de l'enquête, il en épicie aussi les contours. Il est en quelque sorte la philosophie politique de la preuve adéquate à nos objets complexes. Et nous manquons cruellement d'une philosophie politique de la preuve dans les sciences. Alors, après ce détour, peut-être que vous avez trouvé long sur la nécessité de réformer la science dans son épistémologie, et pas simplement de chercher à comprendre comment des nouveaux savoirs pourraient s'intégrer dans une science qui resterait une science suffisante, positiviste, mais la nécessité de réformer la façon dont on pense collectivement le faire science. Comprenez que dans cette démarche que j'appelle donc une forme d'épistémologie de la confiance, qui est basée sur une conception élargie de la fiabilité, la place du débat entre expertise et expérience prend un sens bien particulier, que je voudrais maintenant, pour terminer, explorer. Les savoirs consubstantiels à l'expérience, qu'on peut appeler savoir expérientiel. Savoir consubstantiel à l'expérience. Savoir expérientiel dans la mesure où l'expérience est non seulement le lieu de naissance de ces savoirs, mais aussi leur finalité. Ces savoirs-là peuvent avoir un double destin. On a commencé à comprendre ce double destin. Ces savoirs consubstantiels à l'expérience peuvent devenir des expertises et être accueillis dans le royaume des preuves, des démarches evidence-based, mais sans que ce royaume soit réformé. Ici, il s'agira de construire des experts en expérience, ou encore, dans une démarche pragmatiste, de faire de l'expérience une enquête, une expérimentation de type scientifique. Mais la question ici que l'on doit se poser, dans ce cas, c'est qu'est-ce que l'on perd dans le devenir expertise des expériences. Mais l'expérience, le savoir consubstantiel à l'expérience est un autre destin, donc je reviendrai sur ce qu'on perd. Les savoirs consubstantiels à l'expérience ont un autre destin, ils peuvent rester non standards, ou se présenter ainsi comme des outils pour la visée de pertinence, ressources et richesses de toutes les expertises scientifiques, sans jamais s'y réduire. L'expérience restera alors, bien ce qu'elle est fondamentalement, une mise à l'épreuve dans la confusion du réel. Et ici, vous trouvez peut-être cette référence paradoxale, contre le pragmatisme de John Dewey, je convoque la philosophie de Gaston Bachelard. Dans La formation de l'esprit scientifique, Gaston Bachelard, en 1938, nous dit qu'il y a une forme de discontinuité entre l'expérience commune et l'expérience scientifique. Là où vous savez que le pragmatisme américain de John Dewey crée une continuité. Toute expérience est une enquête de type scientifique. Mais si pour Gaston Bachelard, il y a une discontinuité forte entre les deux, entre l'expérience commune et l'expérience scientifique de type positiviste, évidemment, s'il y a une discontinuité forte entre les deux, ce n'est pas pour discréditer la première au profit de la seconde, comme cela a été malencontreusement interprété dans la philosophie de Bachelard. Ce n'est pas du tout pour discréditer la première au profit de la seconde, mais c'est pour conserver à la première son caractère non standard. C'est pour conserver à la première sa puissance de questionnement, son potentiel critique, sa verticalité poétique, pour reprendre des termes de Gaston Bachelard. Pour Bachelard, penser une expérience en science, c'est cohérer un pluralisme initial. Cohérer, je ne sais pas si c'est un terme qui existe, c'est un terme utilisé par Gaston Bachelard, cohérer un pluralisme initial. Pour confirmer le vrai, il convient de le vérifier à plusieurs points de vue différents, dit-il. On en revient à la définition de la robustesse en science. Et il n'y a, à mon avis, aucune raison
a priori de penser que l'expérience commune, l'expérience sans expertise, l'expérience vécue, ne pourrait pas faire partie de ce pluralisme initial. Mais pour cela, il me semble qu'il lui faut résister à la capture par l'expertise. Bachelard affirme que pour un esprit scientifique, toute connaissance est une réponse à une question. S'il n'y a pas de question, il ne peut y avoir de connaissance scientifique. Et poursuit-il, page 17, il vient un temps où l'esprit scientifique aime mieux ce qui confirme son savoir que ce qui le contredit, où il aime mieux les réponses que les questions. L'esprit conservatif prend le pas sur l'esprit formatif, dit-il. Et c'est en cela que l'expérience commune, existentielle, dans la confusion du réel, le chaos des témoignages et des récits, sont de formidables pourvoyeurs de savoir-question. Si c'est le sens du problème qui donne la marque du véritable esprit scientifique, comme le dit Bachelard, et je le suis là-dessus, alors nous devons pluraliser nos sources de questionnement et considérer en cela que les expériences, les savoirs expérientiels deviennent des critères de pertinence en eux-mêmes, pour ce qu'ils sont, de façon immanente. Les savoirs expérientiels, en tant qu'ils sont une émergence dans une situation concrète, n'ont pas besoin d'être traduits ou accrédités. Ils peuvent prétendre, c'est leur droit, à faire preuve parmi l'hétérogénéité des preuves requises pour renforcer la robustesse et la pertinence d'un processus pluriel de construction scientifique. Pour le dire autrement, l'épreuve de l'expérience vécue fait preuve. Des preuves qui sont non médiatisées par une instrumentation scientifique, mais qui ne sont pas des preuves brutes pour autant, puisqu'elles relèvent aussi d'un processus de subjectivisation, notamment dans le récit ou dans le témoignage, mais des preuves quand même, en cela qu'elles correspondent à une réalité bien concrète dont l'invisibilisation est une injustice. Tous les processus de visibilisation de l'expérience commune, vécue, non médiatisée, toutes ces expériences sans expertise, en tant que telles, sont extrêmement précieux. Les savoirs expérientiels sont des facteurs de pertinence et renforcent la fiabilité de nos connaissances sur les maladies neuro-évolutives. Ils nous aident à naviguer à travers des zones inconnues, ces no man's land du savoir. Ils nous aident et ce sont des compagnons précieux pour explorer les continents de non-savoir. L'espace qui s'ouvre, l'espace des expériences, est la ressource, la richesse, la résilience, la vitalité, l'horizon des possibles de toute visée scientifique. Pas de divine surprise pour qui le bagage d'expérience est trop léger. Il ne saurait souhaiter autre chose, disait Paul Ricoeur. Ainsi, la question éthique qui convient alors de se poser est la suivante. Des savoirs expérientiels immanents à l'expertise profane, que perd-on ? Entre l'expertise et l'expérience, il me semble qu'il se joue quelque chose comme une tension entre le standard et le non-standard. Et nous savons que l'un ne peut vivre sans l'autre. La pertinence de nos standards tient à la pertinence et l'existence pleine et entière des non-standards. Alors que le mouvement de reconnaissance des savoirs de l'expérience soit une longue route vers la transformation de l'expérience en expertise, pour faire reconnaître des experts en expérience, que la crédibilité des savoirs d'expérience s'acquiert par une intégration dans des réseaux d'experts qualifiés par une reconnaissance institutionnelle, par la mise en place de formations universitaires diplômantes, cela peut se justifier, évidemment. Mais cela ne peut être le seul devenir science de l'expérience vécue. Je crois qu'il faut maintenir un champ ouvert, non standard, non domptable, la considération de ces expériences sans expertise pour maintenir l'épaisseur et la richesse de ce qu'on appelle cette épreuve du réel, cette négativité non standard. En un mot, pour maintenir la vie dans tout ce qu'elle a de non prévisible, et cela dans la science elle-même. Ou plus exactement, surtout cela dans la science elle-même. Peut-être alors adviendra ce que j'appelle de mes souhaits une véritable science impliquée. Alors je conclus en disant que peut-être si nous partons de cette épistémologie de la confiance basée sur une fiabilité qui se comprend comme une rencontre entre l'exigence de robustesse et cette visée de pertinence, alors les savoirs de l'hospitalité, les savoirs de la métamorphose dans la maladie, les savoirs du vivre avec, les savoirs de l'entraide, ne seront plus considérés comme des savoirs subalternes ou
des devenirs expertises qu'il faudrait codifier, les expériences d'où ils proviennent ne seront plus reléguées au rang de cas, destinés à remplir des catalogues d'expertise. Ces savoirs deviennent indispensables pour que l'on gagne collectivement en pertinence. Ils sont l'une des conditions de la fiabilité des connaissances scientifiques produites, partie prenante de la confiance justifiée entre les membres d'une communauté. Merci de votre attention. Juste une question pratique par rapport à des professionnels qui sont sur le terrain et qui sont confrontés effectivement à l'immédiate de l'expérience, de l'expertise. Qu'est-ce que l'épistémologue, à travers cette pensée que tu as développée et toutes ces valeurs et tous ces principes que tu nous rappelais, quelle serait finalement la préconisation pratique? C'est-à-dire, quelle serait la synthèse, quel serait le message à tirer de cette analyse extrêmement fouillée que tu nous as présentée? Je ne suis pas le meilleur pour donner des conseils pratiques sur la pratique soignante, évidemment, mais simplement ce que je pourrais dire en prolongement de cette argumentation-là, c'est qu'il me semble qu'il manque des espaces où l'on puisse discuter collectivement de façon interdisciplinaire, entre professionnels de différentes disciplines, à différents niveaux, de cette question de la fiabilité. Il me semble qu'elle s'impose comme une épistémologie que j'ai appelée vulgaire, mais c'est-à-dire comme une épistémologie implicite. La hiérarchisation des preuves s'impose, les critères de fiabilité s'imposent, et je crois cela pourrait faire l'objet de discussions dans un cadre de collectif interprofessionnel, interdisciplinaire. Voilà, peut-être ça pourrait être une piste intéressante de problématiser la présomption de robustesse, ce que j'ai appelé la présomption de robustesse, de la mettre en partage et de se dire que peut-être il y a des choses non codifiées, non standards de nos pratiques, qui, si on les partage, nous feront gagner en fiabilité dans nos interventions et dans nos... Alors, est-ce que cette fiabilité, ce que tu as détaillé, a un rapport finalement avec un mot peut-être plus évident qu'on entend dans le milieu du soin, la notion de compétence, c'est-à-dire ce qui qualifie la compétence d'un acte qui, pour beaucoup, est aussi inspiré par une expérience, une expertise de terrain que chacun s'approprie en fonction de sa culture, aussi des savoirs qui lui ont été prodigués. Bon, la compétence par rapport à la fiabilité, est-ce que c'est quelque chose qui signifie quelque chose pour toi? Oui, bien sûr. Mais encore une fois, la compétence, c'est une codification. C'est déjà une sorte de mise en standard de l'expérience. Il y a beaucoup de travaux critiques sur l'école des compétences, sur les politiques de compétences dans la recherche, etc. Il faut évidemment des gens compétents, ça c'est pas la question, mais la question c'est est-ce que ces compétences peuvent toutes se voir dans un catalogue de compétences que l'on exigerait pour tel soignant ou pour tel chercheur. Il me semble que non, et c'est pour ça qu'il y a tout un tas d'expériences immanentes qui ne pourront pas être visibles en tant que compétences acquises ou à transmettre. Ça, il me semble que ce maintien-là de ces zones de flou, de cette confusion-là, elle est nécessaire pour que l'on s'interroge toujours sur la pertinence de nos actions. Donc oui, il faut former évidemment des professionnels compétents. Les personnes concernées par la maladie peuvent eux-mêmes développer un certain nombre de compétences reconnues, voire, comme il y a un mouvement là-dessus, transformer ça en diplôme, évidemment. Mais ce que je dis, c'est que ce n'est pas le seul devenir des expériences. C'en est un, mais ça ne peut pas être le seul. Parce que si nous faisons du devenir expérience un devenir compétence ou un devenir expertise, nous perdons énormément du caractère subversif et critique de cette épreuve du réel, de cette traversée, qui, comme elle est immanente, ne peut pas être prévisible. Et donc, nous perdons ce que Bachelard nomme comme le cœur de l'esprit scientifique, qui est cette source de questionnement, ce pluralisme initial, cette source de questionnement qui doit venir d'horizons non prévisibles. D'accord. Alors, je me permets encore deux petites questions avant la pause café et gâteau. La première question, c'est quand on discute avec les professionnels sur le terrain, ils parlent des contraintes des évaluations. Et ils disent on est constamment évalué selon des critères qu'on peut contester et selon des process et des finalités qui n'ont rien à voir avec le sens du soin.
C'est-à-dire, nous, on sait ce que c'est soigner, rencontrer l'autre, être disponible, etc. De plus en plus, avec une certaine forme de scientificité, il y a la technique qui s'impose, des évaluations, et des évaluations qui sont quelquefois très humiliantes dans leur modalité pratique, puisqu'on rejette quelquefois ce qui est peut-être le fond de la relation de soins, de la disponibilité à l'autre. Est-ce que ça a à voir finalement avec ce système un peu performatif qui peut-être à un moment donné incite à devenir indifférent au sens même de l'action soignante? Oui, c'est toujours le. Bon, j'ai esquissé un peu cette tension que tu nommes ici. C'est quelque chose qui revient constamment. C'est la difficulté que l'on a à jouer de façon harmonieuse, oui, avec un peu d'harmonie en tout cas, entre ce qui relève de la standardisation, des standards utiles, indispensables, parce que sinon nous ne pouvons pratiquement rien partager, et tout ce qui ne doit pas relever de cette standardisation, le non-standard. Et si vous voulez, le malaise actuel de l'hôpital, en tout cas des soignants sur cette procéduralisation de leur activité, vient, me semble-t-il, du fait que le curseur entre standard et non-standard soit trop tiré vers le standard, ce qui aboutit à un processus de standardisation des pratiques. Et ici, c'est une erreur, désolé, de type épistémologique. Pourquoi? En tout cas, dans notre façon... Précise, on n'est pas à France Culture, on revient à France Inter. À France Inter. Qu'est-ce que ça serait une erreur épistémologique, juste dans la définition pour les gens qui peuvent s'interroger? Ça veut dire que dans la façon de construire des savoirs standards, on oublie, en quelque sorte, ce qui est vital pour la construction de ces savoirs standards. Il ne peut pas y avoir de semences de blé modernes sans les semences paysannes. Il ne peut pas y avoir de recommandations soignantes sans la pratique soignante. Il ne peut pas y avoir de mise en place de standards sans l'infinie richesse de toutes les expériences non standards. Un processus de standardisation qui oublie cet aspect-là, fondamental, c'est-à-dire qui oublie la richesse de d'où il vient, finalement, est voué à mourir, tout simplement. Et regardez les slogans des mobilisations autour de l'hôpital aujourd'hui, c'est ça, l'hôpital meurt. Il se dévitalise, il est en train de perdre véritablement le creuset, l'espace d'expérience dans lequel il est né. Voilà, donc c'est pour ça que c'est une erreur de type épistémologique, dans le sens où c'est une erreur dans la construction de ces savoirs. On a besoin de construire des savoirs standardisés, des évaluations, mais dans la construction de ces savoirs, nous devons faire en sorte de respecter un équilibre avec tout ce qui ne pourra pas être mis dans ces catégories-là. Et l'expérience clinique, l'expérience du soignant, l'expérience du patient, toutes ces choses qui sont des traversées, des épreuves du réel scientifique, pour moi, c'est des choses qu'il faut maintenir dans la confusion. Dans la confusion, dans le sens de la confusion du réel des activistes médicaux dans les années 80, c'est-à-dire ce qui va faire trembler les certitudes scientifiques, ce qui va leur permettre de se re-questionner constamment et de ne pas, comme ça, les enfermer dans des savoirs-réponses un petit peu conservateurs. Voilà. Et la dernière question, elle vous paraîtra un peu outrageante pour un éminent épistémologue qui est à côté de moi, mais est-ce que, disons, dans les 2-3 ans à venir, nos journées d'éthique ou nos exercités d'éthique, qui s'appelaient journées d'éthique ou éthique, vont devenir des journées épistémologiques? C'est-à-dire, est-ce que ça aurait plus de sens aujourd'hui, d'un point de vue, j'allais dire, pas scientifique uniquement, mais d'un point de vue rigueur, est-ce qu'il y aurait plus de signification à appeler finalement, je ne suis pas sûr que déjà MMD, ça nous plombe, donc si on rajoute épistémologique, il faudra aussi prendre en compte ce défi, puisque l'éthique a quelque chose d'un peu atterrant, mais si on suit la modalité de la pensée, est-ce que finalement aller au bout de l'éthique, c'est pas découvrir ce qu'est l'épistémologie dans ce qu'elle signifie, y compris d'un point de vue éthique? Alors, je ne dirais pas tout à fait ça, je dirais que c'est presque le raisonnement inverse, c'est que pour un questionnement éthique pertinent, il me semble qu'on ne peut pas faire l'économie d'une réflexion épistémologique. Voilà. Mais en laissant l'épistémologie à sa place, c'est-à-dire elle n'est pas tout et elle n'est pas la fin de tout, elle va simplement nous permettre d'identifier ce qu'il y a comme enjeu éthique dans la construction des savoirs. Et effectivement, quand on parle de savoir expérientiel, d'expertise, de savoir scientifique, de preuves, d'hypothèses, etc., bon, on est dans l'épistémologie. Il s'agit de voir plutôt, me semble-t-il, quelle épistémologie peut être adaptée à un questionnement éthique fondamental sur les valeurs, les finalités de nos actions. Et il me semble, voilà, mais après c'est vraiment un avis, il me semble que cet aspect-là a manqué
dans les réflexions éthiques, ce qui a laissé à la science trop de suffisance. Alors, la dernière question, tout à l'heure, quand je venais avec le plaisir de se dire on va écouter des choses importantes, très diversifiées. Et c'est vrai qu'il faut aussi se laisser surprendre par un discours. C'est ça aussi l'éthique. Les gens qui ont été surpris, et ils ont été intelligemment surpris puisqu'ils sont restés et puis ils se sont dit il y a quelque chose à acquérir. Et je pense qu'on a acquis beaucoup de choses dans ce que tu as dit. Mais j'ai discuté avec des gens quand on montait l'escalier roulant qui sont de Brest, qui travaillent avec l'espace éthique de Brest, qui travaillent dans des EHPAD. Si demain, quand ils vont rentrer et rencontrer leurs collègues au petit déjeuner, en disant alors comment ça s'est passé à Reims, s'ils disent on a un message à faire passer qui est un message d'Elokutelec, il faut qu'on développe une approche épistémologique de nos pratiques. En pratique, qu'est-ce que tu leur conseillerais? Parce que c'est pas insensé. Si demain, par exemple, plutôt que de dire on va faire une réunion d'éthique, on a écouté Léo Kutelec, qui est une personnalité marquante, ça nous a impressionné, puis il nous a laissé un message qu'on veut partager avec vous. On va développer une approche épistémologique de notre pratique. Voilà, le vadémécum, on a un vadémécum à la sortie sur comment développer une réflexion éthique dans les établissements. On sent que effectivement c'est une exigence, cette dimension épistémologique. En pratique, ça se passera comment? Mais avant de répondre, je dirais que c'est le cas déjà. C'est ce qui se passe, mais sans mettre le mot épistémologie, à partir du moment où l'objet d'une discussion entre professionnels dans une équipe convoque les savoirs, convoque les connaissances et appelle à une forme de hiérarchisation de ces connaissances ou de ces savoirs, nous sommes dans le cadre d'une réflexion épistémologique, on n'a pas besoin de l'appeler comme ça. Et donc c'est omniprésent. Simplement, ce que je disais au début, ici, ce qui pourrait être intéressant, c'est d'expliciter cette démarche-là et de travailler sur l'idée que la fiabilité ne va pas de soi. Alors je sais que les cliniciens, on va dire que ceux qui sont en clinique, c'est une préoccupation omniprésente pour eux, mais il faut le partager plus largement, notamment dans un cadre très interdisciplinaire. Quels sont les enjeux éthiques de notre conception vulgaire de la fiabilité? Notre conception implicite, notre présomption, en quelque sorte. Voilà. Et de travailler là-dessus. Alors je sais que quand je dis ça, il y a beaucoup de personnes qui me disent « mais oui, mais là, quand vous dites ça, vous faites complètement abstraction de la hiérarchie institutionnelle, de la compétition entre les corps professionnels. » Oui, évidemment qu'il va y avoir des enjeux de pouvoir qui vont s'immiscer dans ces rapports entre savoirs. Ça, c'est évident. Mais je pense que l'éthique peut être le lieu, justement, pour identifier ces enjeux-là, pour essayer de les discuter dans un cadre qui n'est pas le cadre syndical, qui n'est pas le cadre professionnel au sens strict, qui n'est pas l'analyse de la pratique, qui est justement un peu un cadre générique. L'éthique, elle a cette force, c'est d'être autonome par rapport à toutes ces déterminations institutionnelles. Et je pense que dans le cadre d'une discussion éthique, d'une réflexion éthique, on pourrait gagner à travailler plus profondément notre rapport au savoir. Et voilà, notamment cette présomption de fiabilité ou de robustesse de l'épistémologie dominante.